bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Salvatore. Bonjour. Salut Salvatore. Merci de nous recevoir. Oui, ça va. Et vous? Ça va, ça va. Bon. Alors, Salvatore, je vais quand même un peu prendre le pas parce que je suis très content d'être là. Vous êtes agriculteur, mais j'aimerais que vous nous parliez de vous, que vous vous présentiez pour que d'abord il vous situe et que vous nous racontiez un petit peu votre histoire, s'il vous plaît. Mon histoire. Je suis fils d'ouvrier agricole. J'ai fait des études. J'ai eu un BTS dessinateur industriel. À 20 ans, je suis parti travailler à Paris. D'accord. Un jour et demi. Un jour et demi. J'ai fait le jeudi, le vendredi midi. J'ai vu que ce n'était pas une vie qui était faite pour moi. Peut-être j'ai peut-être fait un peu dans la précipitation, mais je me suis arrêté. Après cela, j'ai été embauché dans une boîte montpelliéraine en tant que dessinateur industriel. J'ai travaillé 2 mois et à l'époque, mes parents achetaient des terres. Ils m'ont dit si tu reviens travailler, on les achète, sinon on ne le fera pas. Et comme j'avais la fibre paysanne, j'ai laissé tomber tout ça et je suis venu faire agriculteur dans mon village. D'accord. Et je suis toujours agriculteur. Dans votre village? Et je le resterai tout le temps, je pense. Je l'espère. D'accord. Alors, d'abord, j'ai une première question à poser par rapport à ce qui vient d'être dit. Qu'est-ce qui se passe quand on va à Paris, alors qu'au final, vous êtes en train de le dire vous-même, vous avez toujours été agriculteur? C'était quoi la volonté de départ? C'était envie de croquer la grosse pomme, entre guillemets. C'est une image, mais… Non, on sortait j'avais eu le BTS au mois de juillet, je m'en souviens. J'avais fait la saison de fruits chez mes parents. Et puis j'ai un copain qui cherchait du boulot, lui qui avait vraiment besoin de chercher du boulot urgemment, qui m'a dit j'ai trouvé une place pour 2 dessinateurs sur Paris, si tu veux, on y va ensemble. Et on est parti ensemble. Une opportunité. Une opportunité. Lui, il y a encore, mais moi, j'ai tenu que jour et demi parce que je n'avais pas vraiment obligation de travailler là-bas. Quand on est de la campagne du Sud, pour être à Paris, pour travailler à Paris, où il faut y être obligé, où il faut y être né, quoi. C'est quoi qui ne vous a pas plu à Paris? J'aimerais bien savoir un petit peu, parce que c'est quand même… Quand on aime travailler, en même temps, c'est une ville où on fait que travailler. On fait que travailler. Déjà, une heure de métro pour aller au travail. D'accord. Un petit sandwich vite fait en 10 minutes le midi. Et 1h30 pour rentrer le soir. Donc pour 8 heures de travail effectif, il y avait 4 à 5 heures supplémentaires qui étaient plus pénibles que le travail et qui n'étaient pas fait pour ça. Et puis tout ce qui travaille dans le bureau, quand ils nous voyaient arriver, ils disaient nous ça fait 20 ans qu'on va redescendre dans le midi et vous arrivez. Donc je comprenais que si j'allais là-bas, c'était certainement pour y rester. Après, je n'avais pas vraiment obligation de rester là-bas. Donc je suis peut-être trop vite reparti. À partir de là, donc, vous êtes dans le sud et vous commencez l'exploitation agricole. Voilà, à partir de là, on a une exploitation familiale où on a toujours travaillé. J'ai toujours travaillé pendant que je faisais mes études. Je faisais toutes les saisons. Je faisais souvent les mercredis et les samedis, voire le dimanche matin au travail. Donc, je me suis mis totalement. Donc là, l'exploitation, est-ce que pour qu'ils aient une idée, vous pouvez nous donner une idée de comment ça fonctionne, ce que c'est aujourd'hui? Aujourd'hui, on a toujours une exploitation familiale qui est gérée par mon frère et fils et neveu. On a surtout de la culture fruitière, c'est-à-dire des cerises, des pêches, nectarines, abricots et raisins. C'est une exploitation assez conséquente puisqu'elle a grandi au fur et à mesure des années. Et pour le moment, on arrive à la maîtriser familialement, c'est-à-dire avec un encadrement familial. Est-ce qu'elle a toujours été comme elle est aujourd'hui, l'exploitation? Non, elle a été beaucoup plus petite, puisqu'elle a commencé de rien. Mais aujourd'hui… Vous pouvez nous donner une échelle pour qu'on voit à peu près du début à aujourd'hui? Le début, c'est dans mes parents qui ont commencé dans les années 75. De rien, de 3 hectares de vignes. 2-3 hectares de vignes, oui. D'accord. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, à peu près 300 hectares de vergers. D'accord. Comment, en tant qu'entrepreneur, on arrive à évoluer comme ça? Petit à petit.
chaque année après année, quand on gagne de l'argent, on le met de côté, on le remet dans son outil de travail et on ne fait quasiment que ça. Une très grosse abnégation alors. Oui, oui. Abnégation, je dirais pas abnégation. Alors, abnégation, je l'ai pendant toute la période des récoltes, où on est fatigué, où on aurait envie de se reposer et où on ne peut pas se reposer parce que le travail est très prenant. Mais plaisant aussi, surtout quand tu réussis. C'est la réussite qui donne le goût de continuer à aller plus loin, plus haut, plus grand. Vraiment pour dire ce qui est en pleine saison d'été, quand on est fatigué, que la fatigue nous abrutit un peu, je veux dire, on jure de ne plus refaire une saison de plus, quoi. Et puis une fois que la saison est passée, on relève la tête et au contraire, on veut en faire encore un peu plus, mais on a vite oublié la douleur. Je crois que c'est comme les femmes quand elles accouchent, au moment de l'accouchement, elles jurent de ne plus avoir d'enfants. Et puis après, elles passent à autre chose. Voilà. Ça demande quelles compétences? Parce que la compétence, elle a dû changer du début. Petite exploitation familiale, aujourd'hui toujours familiale, mais beaucoup plus grosse. Les compétences ont évolué. Comment on monte en compétences durant toutes ces années en fait? Alors on monte en compétences avec l'expérience, les échecs, les problèmes. Il faut savoir tirer les leçons de chaque échec, hein, et tous les jours on en a. On a des réussites, mais aussi on a aussi des échecs. La prudence, ça c'est la prudence dans le monde agricole, c'est dans toutes les professions, il faut beaucoup de prudence pour travailler, pour éviter ou pour supporter de mauvais coups, parce que de mauvais coups il y en a toujours qui arrivent, mais plus particulièrement dans le monde agricole où on a tous les problèmes économiques, tous les problèmes sociaux, mais en plus on a tous les problèmes climatiques. Et là, il n'y a pas de fort, quoi. Il y a pas de fort. Alors, est-ce que c'est toujours vrai? Je vais vous poser une question un peu bateau, mais moi je me rappelle, on m'a toujours dit en agriculture, un agriculteur vit sur l'année d'avant, en fait. Je ne sais pas si vous voyez la phrase que moi, mes grands-parents, je les entendais dire ça. Il y avait le vieux proverbe qui disait pour les viticulteurs, il faut avoir une récolte à la cave, une récolte à la banque et une récolte sur les souches. Ouais, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. C'est vrai? Ça serait bien. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible puisque les choses évoluant, les marges se rétrécissant. Pour qu'on puisse tous garder un revenu décent et correct, on est obligé d'avoir beaucoup plus de surface en production puisque la rentabilité a énormément baissé. Donc pour garder un niveau de revenu, on est obligé d'avoir des superficies en production de plus en plus importantes. Qui dit superficie de plus en plus importante dit mise de fonds et avance beaucoup plus importante pour gagner toujours à peu près la même chose. D'accord. Donc ça veut dire qu'on arrive difficilement à avoir les réserves pour subvenir à de très mauvaises récoltes. Voilà, de très mauvaises récoltes. De plus, on a une fiscalité qui est assez lourde. Comme tout le monde, on n'est pas pire que les autres, mais qu'avant, moi j'entends les vieux paysans parler, tout ce qu'ils gagnaient, le gardaient. Donc ça leur permettait d'avoir une cagnotte, et le jour où arrivait un mauvais épisode, parce que des mauvais épisodes, il n'y en a pas eu que maintenant, il y en a toujours eu, et bien, ils avaient l'argent pour pouvoir passer l'année. Aujourd'hui, celui qui manque une récolte, s'il est en bonne santé, il le supporte. S'il en manque deux, il ne le supporte pas. Et oui. Ça doit être dur comme c'est un métier très dur psychologiquement parce qu'on est toujours dans la crainte de l'échec. C'est comme quelqu'un qui monte un château de cartes et tant qu'il n'a pas mis la dernière carte, s'il tremble à la dernière, tout s'effondre. Et c'est comme s'il n'avait rien fait, mais en plus, il a payé pour monter le château jusqu'à la dernière carte. C'est un énorme risque. C'est un énorme risque. Énorme risque. Et il faut être né agriculteur. Il faut avoir les réserves d'une vie de travail pour pouvoir supporter ces choses-là et les assumer quand arrive un problème, parce que les problèmes n'arrivent pas qu'aux autres. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure qui m'a interpellé, je vais revenir dessus. Vous avez dit c'est avec des erreurs qu'on grandit. Alors avant de venir sur l'erreur, j'ai une première question à vous poser. Si vous voyez un entrepreneur débutant, agriculture ou autre chose, quel serait votre conseil que vous lui donneriez? Le conseil.
Il faut être travailleur, il faut être sérieux, il faut être économe, prudent. Et surtout, ça c'est un conseil que je tiens de mon père. Si tu n'as pas l'argent, il me disait toujours, si tu n'as pas l'argent pour planter, pour cultiver 3 hectares, qu'il n'y en a que pour 2, il faut le faire pour 2. Parce que 2 bien travaillés te rapporteront, 3 mal travaillés, tu y perdras de l'argent. Donc il faut toujours maîtriser, essayer de maîtriser ce qu'on fait. Et surtout, penser toujours qu'il ne faut compter que sur soi-même pour se sortir d'un D'accord. problème. Il ne faut pas attendre les autres. Donc, faire ce qu'on peut, mais bien le faire surtout. Bien le faire. D'accord. Bien le faire. Et qui dit bien faire, c'est faire au moins cher. Parce que bien faire, c'est facile à bien faire, sauf que si ce qu'on fait coûte plus cher que ce qu'on peut le vendre, oui, il y a un problème. Ça finit par pas bien faire. D'accord. Voilà, donc il faut toujours avoir cette idée en tête de dire voilà, ce produit, je peux le vendre à ce prix-là, il faut qu'il me coûte moins cher. D'accord. Et donc à tout moment, il faut essayer de calculer comment faire pour que ça coûte le moins cher. Et surtout que dans notre métier, on commence une saison, on ne sait pas combien on va ramasser de kilos. Pour une surface donnée, on ne sait pas combien on va ramasser de kilos et on ne sait pas quel prix on va les vendre. Donc ce qui veut dire, c'est que du premier jour de l'année, il faut vraiment serrer tous les boulons et les garder serrés. Parce que le résultat, on ne l'a qu'à la fin. Quand on voit, par exemple, un maçon, qui est une entreprise de maçonnerie, c'est un exemple, quelqu'un vient lui dire, il faut que tu me fasses, je voudrais un devis pour faire une maison. Donc il sait ce que coûte, avant de commencer, les matériaux. Si c'est un professionnel, il sait le temps qu'il va y passer. Donc il connaît son coût pour fabriquer cette maison. Donc à lui de la vendre au-dessus de ce que ça va y coûter, bien sûr. Et s'il attaque son travail et qu'il suit son cheminement, normalement, si c'est un bon professionnel, avant de commencer, il sait où il en est. Il sait quelle va être sa marge. Alors parfois, les marges ne sont pas ce qu'il voudrait parce qu'il est obligé de prendre un chantier parce qu'il n'a pas de travail, mais il le sait avant de commencer. Nous, dans notre travail, on ne sait pas où on va. Oui, c'est le flou. C'est le flou le plus complet. Et donc, pour être certain d'avoir le plus de chances de réussir, il faut vraiment serrer tout le long dès le départ. Rester focus sur ce qu'on fait et attentionner. Donc là, ce coup-ci, je vais venir sur les erreurs. Vous avez parlé d'erreurs tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez nous donner une erreur que vous avez faite et comment vous en êtes sorti, une grosse erreur qu'éventuellement on pourrait ne pas reproduire? Grosse, je pense pas vraiment en avoir fait. Après, des erreurs dans le travail, tous les jours. Une erreur basique que tout entrepreneur pourrait faire et qu'il ne faudrait pas qu'il fasse. Alors, la première, c'est de penser que les gens ou que les autres personnes pensent comme on pense, comme nous. D'accord, c'est vrai d'ailleurs, j'en profite. Ça, on se dit non, mais ça, il ne va pas le faire parce que ça, je ne le ferai pas ou ça ne se fait pas. Voilà, ça c'est la première des erreurs. Il faut s'attendre à toutes les éventualités. C'est comme quand on a un chien qui est détaché à côté de soi-même, on se dit il peut aller à droite, il peut aller à gauche, il peut mordre lui, il peut mordre l'autre, il ne faut pas penser non, il ne le fera pas parce que ça ne se fait pas. On a vu la partie entrepreneuriale, maintenant on va parler un peu d'immobilier, c'est le domaine de la chaîne. Vous faites un peu d'immobilier. Oui. D'abord, avant qu'on en parle, pourquoi avoir fait de l'immobilier? C'est arrivé. Alors, j'en reviens toujours au conseil de mon père, qui était ouvrier agricole, qui était logé chez son employeur. D'accord. Il avait 5 enfants, donc il se sentait lié à son employeur, non pas par son travail, mais par son logement. Donc il y a parfois des choses qui ne lui plaisaient pas, mais qu'il était obligé d'avaler, parce qu'il avait ses 5 enfants sous le toit de son employeur, quand bien même il y avait des protections sociales, des choses comme... Lui ne pensait pas à les utiliser, lui il se disait je ne suis pas chez moi, je suis chez lui et donc je dois faire avec. Donc déjà qu'il y a de la part d'un salarié
lien de subordination par rapport à son employeur, il y avait encore, de subordination, excusez-moi, il y avait encore ce lien supplémentaire. Donc, j'entendais toujours dire, ce que je veux, c'est avoir une maison à moi pour y mettre ma famille, tranquillement. D'accord. Donc, ça, c'était le premier petit truc. Après cela, donc, on a été élevé, hein, j'ai fait donc, mon parcours scolaire, commencé à travailler. J'ai commencé à travailler en tant qu'agriculteur en 1983. Et petit à petit, on a l'exploitation qui avait grossi. Et puis en 1991, 92 plus précisément, il y a eu le blocus routier. Et la crise. Et la crise. La crise qui était partie du permis à points, mais enfin, qui serait, je pense, arrivée aussi, même s'il n'y avait pas eu le permis à points. Donc à l'époque, je m'en souviendrai tout le temps, pendant 3 semaines, on n'a pas fait partir un seul fruit, en pleine période de récolte, fin juin, début juillet. Ah oui, d'accord. Donc je pense que de ma carrière, ça a été la seule année rouge où j'ai perdu de l'argent en travaillant. D'accord. Très dur à avaler. Très dur à avaler, surtout quand on travaille beaucoup. Et oui. Voilà. Et quand on y met tout ce qu'on peut dans son travail. On a supporté l'année. Mais après, il y a eu les syndicats agricoles avaient lancé quand même une procédure contre le gouvernement, puisqu'on avait été victime quelque part de ces barrages routiers. Et en 1995, on avait été indemnisé des pertes subies. Il y a eu des expertises. 3 ans plus tard. 3 ans plus tard. C'est-à-dire on avait avalé ah oui. la mauvaise année, on l'avait digérée, comme je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas attendre les autres pour, voilà, oui, pour pouvoir continuer. Tout se met en place, oui, je comprends mieux. Il fallait pouvoir assumer ça. Et en 1995, après une paire d'années de procédures judiciaires, la profession agricole avait obtenu le dédommagement bien sûr, partiel, mais qui à l'époque avait été substantiel, des pertes suite au blocus routier. Donc on avait perçu une somme d'argent. Je me souviens, on avait acheté 2 maisons avec cet argent-là. Et j'avais dit à l'époque, et mon père et mon frère, j'avais dit, écoutez, cet argent, il nous arrive après, on ne l'attendait pas, on ne l'attendait plus. On va essayer de ne pas le remettre dans notre outil de travail. Vous êtes diversifié en fait. On va faire autre chose avec ça. On ne l'attendait plus, comme si on ne l'avait pas reçu. Ouais. On aurait quand même continué à travailler, mais on l'a reçu sans l'attendre, donc. Et je me souviens, on avait acheté les 2 premières maisons avec cet argent-là. Je me suis rendu compte que dans l'immobilier, le plus dur, c'est de s'acheter et de se payer sa maison personnelle. Parce que celle-là ne vous rapporte rien, vous loge, bien sûr. Vous payez un loyer, vous payez votre crédit, mais il n'y a rien qui rentre, quoi. Et comme vous êtes chez vous, vous dites, dès que vous avez un peu d'argent de reste, vous dites je vais améliorer ça. Donc vous trouvez toujours quelque chose à dépenser. Quand vous êtes locataire, vous ne bougez pas, vous dites je ne suis pas chez moi, donc je ne vais pas améliorer, ce n'est pas la peine. Ça ne me restera pas, mais quand vous êtes chez vous, vous avez un peu ce piège qui vous incite toujours à améliorer votre vie, ce qui est normal, votre cocon, et donc petit à petit, vos économies, vous les mettez pour améliorer votre maison. Je me suis rendu compte que, donc là, on avait acheté des maisons, on y a fait quelques réparations, et on les a louées. On avait fait un crédit, et finalement, presque, on s'est rendu compte que ça marchait tout seul. C'est-à-dire, même si on n'avait pas eu cet apport d'argent, presque, ça aurait marché. Cet apport d'argent nous a fait faire le pas. Ça a été le déclencheur. Ça a été le déclencheur. Mais on s'est rendu compte que finalement, presque sans cet apport même, c'était une chose qui était rentable par elle-même, autonome. Et donc on a démarré comme ça, donc en 95 avec 2 maisons, puis 3, puis 4, et puis on se rend compte aussi que donc quand on autofinance partiellement les choses, il reste de l'argent et ça permet d'en faire d'autres. Et après c'est un peu la boule de neige. Plus vous avez de location, plus vous avez de rentrée, plus vous avez de rentrée, plus vous pouvez en faire de plus. Voilà un peu l'histoire. Aujourd'hui, vous en êtes où en immobilier? Pour nous donner une idée. Aujourd'hui, on a à peu près 120 locations. D'accord. Familialement. Et
comment on se retrouve à avoir de l'ambition dans un domaine qui n'est pas le sien? La boule de neige, mais il y avait quand même un problème de connaissance là encore. Tout à l'heure, en travaillant, on a monté les compétences, je le comprends, mais là, en n'étant pas votre activité, comment vous avez acquis les compétences pour arriver à construire finalement ce parc immobilier? Alors, les compétences, on regarde autour. Bien sûr, on n'est pas des vrais professionnels, donc on n'a pas fait de grosses bêtises. Enfin, on n'a jamais fait des choses qui s'effondraient. On n'a jamais, pourtant, on le faisait de nous-mêmes, hein, mais en regardant ce que les autres faisaient, en se faisant conseiller aussi par des marchands de matériaux. Donc, on regarde un peu, mais on se rend compte quand on a fait le travail d'agriculteur, je pense qu'on peut en supporter beaucoup d'autres. Qu'est-ce que vous diriez à un investisseur qui commence? Par quoi il doit commencer? Il vous a fallu combien de temps d'abord? Parce que je mets un peu la charrue avant les bœufs, mais pour arriver à faire ça, on est en 92, aujourd'hui on est en 2016. Il a fallu 20 bonnes années. 20 bonnes années? 20 bonnes années. Alors, je me rends compte que le pire, c'est celui qui n'a pas essayé de faire. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a eu quelque chose qui a aidé dans l'immobilier. C'est le boom immobilier, c'est-à-dire celui qui achetait quelque chose, même mal acheté, comme les prix ont plus vite augmenté que toutes les autres choses, même mal acheté se retrouvait avec une bonne affaire. Ça, c'est vrai, ça a été vrai jusqu'en 2008, c'est ça, je dirais. Après, un peu plus délicat, mais quand même encore vrai. Je pense que les personnes qui ont fait les mauvaises affaires dans l'immobilier sont celles qui ont essayé ou qui se sont laissées endormir par les marchands de défiscalisation. D'accord. Où ils payaient les produits 2 à 3 fois le prix. Où c'était la carotte fiscale qui était là pour soi-disant payer toute l'histoire, mais ce sont principalement ces personnes-là qui ont fait les mauvaises affaires. D'accord. Pas toutes, hein, mais toutes les mauvaises, je pense qu'elles sont quasiment là. Donc pour vous, en fait, finalement, en interprétant un peu ce que vous êtes en train de dire, il vaut mieux travailler, enfin mettre du cœur à l'ouvrage en achetant quelque chose peut-être avec des travaux, plutôt qu'acheter quelque chose de fini, même avec une carotte fiscale, et ne pas le payer le prix qu'il vaut. Bien sûr, on en revient toujours à ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut compter sur soi-même avant de compter sur les autres. D'accord. On est moins déçus. D'accord. On est souvent moins déçus. Le fait de faire plusieurs choses comme ça vous a donné envie encore de faire d'autres activités ou vous êtes resté finalement immobilier agriculture? Non, on est resté dans ces choses-là. Après, ce qui a été simple pour nous dans l'immobilier, c'est que les revenus qu'on dégageait de l'agriculture, on les plaçait dans l'immobilier. Donc on n'avait pas vraiment besoin d'une rentabilité immédiate de ce qu'on faisait. C'était quelque part le surplus. D'accord. On était là, mais le surplus a fini par faire quelque chose de rentable. Quand vous dites 20 ans pour construire le parc, 20 ans pour qu'il soit rentable, combien de temps, combien de recul pour commencer à dire, voilà, l'immobilier est à peu près rentable, à votre avis, selon votre expérience? Alors, fait de notre façon, c'est-à-dire on fait de l'immobilier, on l'a fait, on fait les choses, on les loue, on ne les a jamais vendus. Un tort peut-être, mais un tort, oui et non, puisque comme on faisait beaucoup de travail nous-mêmes, il y aurait une plus-value derrière conséquente, donc quelque part c'était pour de ce qu'on avait. Tant que vous ne vendez pas, vous ne payez pas de plus-value, donc vous avez l'impression d'être maître de tout. Si vous vendez, il faut que vous rendiez à l'État la partie qui lui revient, donc vous semblez vous appauvrir. Donc on n'a jamais voulu faire ça, à tort peut-être, hein, certaines fois, puisqu'il y a des moments avant 2008 où vraiment il y avait des prix qui, disons, on aurait pu vendre des choses pas trop jolies ou vieillissantes à très bon prix. Aujourd'hui, elles seraient plus difficiles à vendre. Voilà. Les belles choses, il faut toujours les garder, je pense. Combien de temps pour que ce soit rentable du coup? Combien de temps il faut compter? J'estime, à ma façon de voir les choses, de travailler, il faut 7-8 ans. 7-8 ans. 7-8 ans pour combien commence à vraiment vous rapporter. Voilà, d'accord. Avant, on ne peut pas... Avant, on est plutôt dans la... Non. Comment un investisseur qui se lance, il fait pour s'y retrouver du coup? Il faut qu'il garde une deuxième activité à côté en attendant ce délai-là? Je pense. D'accord. Je pense qu'il faut... Enfin, nous, on l'a fait comme ça. On ne le faisait qu'avec ce qu'on gagnait à côté. Alors, 7-8 ans, ça peut paraître long. Pour un paysan qui plante un arbre, qui attend 4 ans avant d'avoir le premier fruit, et puis avant d'amortir sa plantation, il en faut 10 ou 12. Quand je vous écoute parler, finalement, j'ai l'impression que faire de l'immobilier, c'était logique en fait.
Parce que le monde de l'agriculture ressemble à l'immobilier finalement, comme vous venez de dire. On plante un arbre, on n'a pas tout de suite le fruit. non, Il faut être patient, il faut être capable de supporter les mauvais coups quand ils arrivent. Donc finalement, c'est deux domaines qui ont l'air de vraiment être en forte corrélation. Je pense qu'il y a peu de professions où on a un résultat immédiat. Ouais. Si elles y étaient, tout le monde irait les faire. Oui. Ou des résultats corrects. Après, on peut être un salarié où on a tous les mois le résultat de son travail, mais c'est assez contenu. Je vais vous amener sur un terrain un peu plus personnel. Vous avez une vie bien remplie, j'ai l'impression, et on n'en parle jamais, enfin en tout cas rarement, et j'ai envie de vous poser une question par rapport à la vie privée, le rapport avec la compagne. Comment ça se passe quand on entreprend à votre échelle? J'imagine, alors je ne le sais pas, c'est une question, vous avez peut-être peu de vie privée, comment la personne qui vous accompagne fait pour accepter le fait que vous avez un travail prenant? Alors, quand on travaille généralement pour soi-même, qu'on est un entrepreneur, je pense dans n'importe quel métier, la limite entre la vie privée et la vie professionnelle, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup. Il n'y en a pas. Tout se mêle. Ouais. Tout se mêle. On ne peut pas se dire j'ai fini, je suis en week-end, je ne pense plus à mon travail. Même des salariés consciencieux, je pense souvent, je le crois, pendant leur week-end, pendant leur nuit, pensent à leur travail, pensent à l'organisation de leur travail. Je pense que ça doit être assez commun, je dis bien pour quelqu'un de consciencieux qui tient à son travail et à bien faire son travail, parce qu'inévitablement les problèmes et les soucis ressortent la nuit, ressortent à des moments de tranquillité. Chez un entrepreneur, c'est permanent. Moi, j'ai le téléphone sur moi et je suis joignable 24 heures sur 24, 365 jours par an. Quoi qu'il y ait. Et par qui que ce soit un salarié, que ce soit un client, qui que ce soit. Madame fait comment pour accepter ça? Alors, madame, il faut qu'elle soit, comment dire, il faut qu'elle ait un peu la même vision des choses, c'est-à-dire accepter que pendant 4 mois d'été, on ne parte pas en vacances. Les dimanches, quand on ne travaille pas, on dort, on se repose. Oui. Je veux dire, ça doit être difficile, c'est pour ça que c'est pas simple. La question. Il faut accepter toutes ces choses-là. Ça, c'est le côté négatif. Après, il y a le côté positif, c'est-à-dire si on fait tout ce travail, toute cette intensité de travail, c'est pour gagner correctement sa vie, sinon on fait autrement. Bien sûr, autrement. Mais il faut avoir quand même une épouse qui soit prête à accepter tout ça, parce que certains préfèrent avoir moins de revenus, mais une vie plus normale, que plus de revenus, dont on ne peut souvent pas profiter, parce qu'on n'a pas le temps. Oui, c'est vrai. Le problème est là. C'est vrai. Voilà. Vous pensez qu'un entrepreneur doit faire un choix, ou il peut arriver à concilier les deux? C'est-à-dire, au début, va choisir plutôt de favoriser sa boîte, et puis après fera sa vie. Vous pensez que c'est possible d'allier les deux et d'avoir une vie épanouie? Vous allez me dire, il faut tomber sur la bonne. Mais au-delà de ça, votre réflexion personnelle par rapport à ça? Au-delà de ça, vous savez, la situation la plus difficile à tenir, c'est la situation d'équilibre. Souvent, ou on est trop excessif d'un côté, ou trop excessif de l'autre. J'ai vu beaucoup d'entrepreneurs qui démarraient, qui faisaient une première année correcte dans leur travail, qui de suite s'achetaient une belle voiture, qui partaient en vacances, puisqu'ils avaient une entrée d'argent à laquelle ils n'étaient pas habitués. Je les ai jamais trop vus durer cela. Et après, il y en a d'autres. Je ne voudrais pas en citer, j'en connais un, mais qui est un peu l'inverse, c'est-à-dire il est toujours au travail, beaucoup au travail, et presque que au travail. Le plus dur, c'est celui qui arrive à concilier les deux choses. C'est la chose la plus difficile. C'est possible. Ça doit l'être, mais c'est difficile. C'est difficile. D'accord. C'est de loin pour vous la chose la plus difficile dans la vie entrepreneuriale? Et celle-là, donc la vie du couple et la vie familiale. Pareil, les enfants, on ne peut pas, quand on travaille 80 heures par semaine, oui, il y a un moment on ne donné. peut pas s'en occuper comme celui qui n'en travaille que 35. Ça, c'est sûr. Il en reste beaucoup moins d'heures pour s'occuper de ses enfants. Et le peu qui reste, je vous dis, on est souvent fatigué, souvent parfois de mauvaise humeur, parce qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Malgré que ça aille bien, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. C'est le côté négatif de la chose. Ouais. C'est quoi la suite pour vous, Salvatore, maintenant? La suite, pour moi, c'est
c'est la transmission de ce qu'on a fait. D'accord. Essayer de transmettre soit à ses enfants, soit que l'activité que l'on a ou les choses que l'on a faites perdurent. Puisqu'il y a quand même un amour sur ce... Enfin, comment vous dire, l'argent c'est une chose, mais ce n'est pas du tout la finalité. Là, on se fait plus plaisir en regardant ce qu'on a fait qu'en regardant ce qu'on a gagné. Et d'avoir envie de l'avoir perduré. Et de le voir perdurer, bien sûr. Ça doit être difficile dans la vie aussi de l'entrepreneur, ce moment où on se dit, bon ben maintenant, je passe le flambeau. On n'en est pas encore là, mais j'y pense de plus en plus tous les jours. D'accord. Et là... Bon, mais écoutez, j'espère que ça va bien se passer. J'adore finir mes interviews par une question amusante. Alors, Salvatore, je vous offre un cadeau. Vous ne l'aimez pas. Qu'est-ce que vous en faites? On m'offre un cadeau, je ne l'aime pas. Qu'est-ce que j'en fais? J'aime pas gaspiller les choses. Toute chose a un coût, à côté du travail, donc je n'aime pas les gaspiller. Je pense que je chercherai la personne à qui l'offrir, à qui ça ferait plaisir. Vous me direz rien. Vous le prenez. Tout dépend qui me l'offre. D'accord. Tout dépend qui me l'offre. Mais donc. D'accord. Bon. Ben, merci de nous avoir reçus, Salvatore. À bientôt. À une prochaine. Au revoir. Hey! Pensez à aimer, partager et commenter cette vidéo. Et c'est pas fini. En cliquant juste ici ou là, vous allez accéder à une série de 9 vidéos gratuites sur l'indépendance financière. On se retrouve de l'autre côté.